Un, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Riyad Kassim. Riyad Kassim est le CEO euh, d'une sorte de, pas une agence digitale, une sorte de maison de disques pour des influenceurs ou des conférenciers. En tout cas, il va nous expliquer plus en profondeur un petit peu ce que c'est que cette entreprise. Salut Kassim, bienvenue sur le podcast. Hello, hello Guy, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté aussi l'invitation. Euh, comment est-ce que tu définis déjà, c'est quoi le nom de ton cabinet, de ton label, Oula. si je peux Euh, l'appeler ainsi? c'est ce qu'on disait un peu quand on a échangé tout à l'heure. C'est en digital, ce que j'essaie de créer, c'est un genre de label slash agence digitale pour accompagner ces nouvelles personnes qui ont de l'influence, qui ont un message, qui ont une valeur ajoutée à apporter à une communauté. Je dirais pas c'est une maison de disques, pas jusque-là, mais c'est plus une agence, un label digital pour accompagner ces influenceurs à vivre de leur passion et à utiliser le digital pour être plus visible. Yes. Et c'est quoi un petit peu, c'est quoi les profils de personnes qui pourraient potentiellement être accompagnées? Tu as parlé d'influenceurs. Est-ce que c'est influenceurs dans le sens générique, comme on a l'habitude d'entendre sur Instagram, par Euh, exemple, des mecs de télé-réalité ou des meufs de télé-réalité? Aujourd'hui, C'est quoi? j'utilise le mot influenceur juste pour aller un peu plus vite, mais on Mhm. entend tout, comme tu as dit, on entend un peu tout et n'importe quoi par rapport à ce mot-là. En tout cas, nous, chez Talent Digital, on définit ce mot influenceur. C'est une personne qui a une histoire, qui a une valeur ajoutée, qui apporte à une communauté donnée et qui a aussi envie de se développer et de partager son message, de réaliser sa mission sur le temps, sur la durée. Donc, pour répondre aussi indirectement à ta question, si on prend une personne qui fait de l'unboxing et voilà, et il y a une vraie valeur ajoutée, ces personnes-là, on peut travailler avec elles parce qu'il manque un des trois critères. On cherche vraiment des personnes qui ont une histoire, qui ont, ça peut être par exemple un pilote dans l'auto, ça peut être un coach d'une équipe, ça peut être un gamer dans l'e-sport, ça peut être un artiste ou ça peut être un sportif. On cherche vraiment des personnes qui ont à la fois une histoire, mais aussi une vraie valeur ajoutée. Ce qu'on trouve aussi dans le marché enfin, quand on entend sur les influenceurs, des personnes qui font rien ou ce qu'on voit aussi souvent des influenceurs lifestyle ou autres, Mhm. mais il y en a souvent enfin, c'est des coquilles vides, quoi. Il y a Yes. rien, hein, il y a rien au fond, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est typiquement le genre de profil qu'on évite. On essaie vraiment de se concentrer sur le vrai type d'influenceur qui apporte une réelle influence positive, réel impact dans le monde. Yes. Riyad, lorsque moi j'entends influenceur, j'ai aussi envie de te dire que je m'attends à un profil de personne qui a déjà, même si c'est pas forcément une grosse communauté, mais qui a une fan base. Est-ce qu'il faudrait forcément avoir déjà une base de personnes qui te suivent pour être accompagné par ton label? Euh, Je ne sais pas si ma question, peut-être, Si, je si, dois si, si, reformuler. elle est Ah, ok. très, très pertinente même. Elle est très pertinente parce que dans la vision, on va dire, si tu me reposes la question dans 5 10 ans, l'idée, c'est d'accompagner que des personnes qui ont déjà fait un petit peu un bout du chemin, Mhm. montrer qu'ils peuvent déjà, comme le nom de ton podcast, pardon, peuvent se débrouiller par eux-mêmes et montrer qu'ils ont envie de réaliser des choses par eux-mêmes. Et nous, on arrive à une étape où il faut booster quelque chose qui marche un petit peu déjà et la structurer, et la professionnaliser et la rendre un peu plus visible. On ne se positionne pas comme des créateurs de zéro, donc une personne qui est juste encore au début ou qui n'est pas encore claire sur ce qu'elle veut faire, bah, on ne peut pas l'accompagner. Mhm. Ceci dit, la première personne qu'on a accompagnée, donc, qui s'appelle Axel Alétru, Mhm. à la base, l'idée, c'est d'accompagner vraiment des personnes qui ont déjà un minimum, je ne sais pas, 1000, 2000 personnes qui les suivent par rapport à quelque chose. Mhm. Quand on a rencontré Axel la première fois, Axel, il avait aucune présence dans le digital, il n'était pas influenceur dans le sens qu'on donne à ce terme aujourd'hui. Par contre, Axel, il a une histoire juste hors norme. Il avait une niaque aussi de faire des choses incroyables pour la suite. Il avait une vision aussi très claire par rapport à ce qu'il voulait faire. Mhm.
Du coup, on a pris le pari ensemble, lui comme nous, parce que nous, c'était la première personne avec qui nous allons travailler. Et donc, c'est un nouveau concept, hein, ce qu'on est en train de faire. Et voilà, il fallait qu'il nous fasse confiance sur tout ça. Et nous, pareil, on lui a fait confiance pour construire les choses de zéro et de les Yes. booster après. Mhm. Ah, c'est Par contre, intéressant. les nouvelles personnes là, avec qui on travaille, comme on disait tout à l'heure, Victor Charlet ou Hervé Franceschi, c'est des personnes qui sont déjà établies, qui ont déjà une bonne base, une belle présence, et nous, on va venir pour les booster et pour aller encore plus loin et faire encore plus de belles choses ensemble. Yes, yes. C'est vrai que Axel Eletro, il a une histoire plutôt intéressante et particulière. Il revient de très, très, très loin. Ah On oui. va en parler tout à l'heure. Et aussi, comment est-ce que tu as eu l'idée de cette entreprise? Avec combien de personnes tu t'es associé? Tu as combien de personnes à ta team? J'aimerais qu'on creuse. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps. On va essayer de rapidement creuser ça. Mais ce qui serait intéressant, c'est de revenir peut-être à la base au niveau de ton background. Déjà, tu es originaire de Lille. Je sais que tu vis à Lille. Je vis à Lille, mais je suis originaire de Rabat au Maroc. Donc, je suis né au Maroc, à Rabat. Ah, C'est mes 16, 17 premières années à Rabat. J'ai eu le bac marocain. Et mhm, après, enfin, je voulais venir en France pour entreprendre. Donc, j'ai passé le concours d'une école qui s'appelle Centrale Lille, Kema Business School. mhm. J'ai passé le concours au Maroc, j'ai été accepté. Donc, je suis venu à Lille en 2013. En 2013, 17 ans. Donc voilà, j'avais intégré cette école-là, j'avais 5 ans, c'est un master en fait en ingénierie en entrepreneuriat sur 5 ans. Yes. Mais moi, l'idée que j'avais en tête, c'était OK, j'avais 5 ans, euh, certes pour avoir un diplôme, mais surtout pour tester le maximum de choses, apprendre le maximum de choses, faire le maximum de réseaux. Et à la fin de ces 5 ans, avoir au moins une entreprise qui marche et que je me lançais quoi, juste après les études. Donc, même Et, avant bah, d'arriver en France, pour toi, c'était déjà clair que tu étais un entrepreneur dans l'âme. Tu allais ah oui, forcément oui, te lancer ton propre c'était truc. vraiment ça. C'était vraiment ça l'envie profonde. Ouais. Et c'est parce que peut-être au Maroc, tu avais déjà eu à faire quelques petits trucs comme ça, plus jeune, ou à des Euh, influences, peut-être des gens de ta famille qui... non, pas du tout. Du tout. Aucune personne dans ma famille a un background entrepreneurial. Et quand j'étais au Maroc, clairement, enfin, j'avais pas entrepris quoi que ce soit, à part des petits business ou des petites choses, mais c'est pas, je dirais, pas l'entrepreneuriat au vrai sens du terme. Mais Yes. moi, ce que je voulais, c'était je visualisais quand j'étais plus jeune, c'est ça ce que je voulais, quoi. Je voulais une vie d'entrepreneur où je pouvais bah, réaliser des projets dont j'avais envie, quoi. Yes. Donc, tu arrives en France dans cette école-là. J'imagine que tu es allé jusqu'à la fin pour ton diplôme ou Oui, oui, oui. est-ce que tu as quand même mis les pieds dans une entreprise, dans une... Pendant mes stages, oui, pendant mes stages, et c'est là où j'ai encore eu plus envie de créer mon entreprise. C'est quoi? On t'a choqué là ou qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu une Non, mauvaise expérience? non, pas du tout. Du tout, au contraire, mes stages étaient très formateurs. C'était aussi dans des entreprises très, très, très cool, que ce soit en termes d'équipe, en termes de sujets intellectuels. Mhm. C'était vraiment très enrichissant, mais c'est juste que chaque fois, j'avais encore plus envie de créer mon entreprise. Quand je rencontrais le dirigeant, je voyais comment il menait son entreprise, je voyais comment les équipes, enfin, je voyais comment ça fonctionnait de l'intérieur. C'était plus ça, en fait. Il y avait ce côté-là plaisir. Après, il y avait, quand j'ai travaillé aussi à Tupperware, en Mhm. stage de troisième année en Belgique, là, j'ai vu ce que ça faisait de travailler dans une grande entreprise, encore une fois. Yes. Par contre, là, ce que j'avais pas aimé, c'est la lenteur des process et tout. Et Ouais, la voilà, pour moi, rigidité c'était du... ça. Et il y avait aussi le côté salarié en tout cas, comme c'est défini aujourd'hui encore, que moi, je n'aimais pas, quoi. Voilà, donc après ces stages-là, j'avais encore plus envie de continuer sur le chemin que j'avais pris. Yes. Est-ce que aujourd'hui pour ton label, il y a des grands learnings comme ça que tu peux noter, que tu utilises, des trucs pratico-pratiques que tu as eu à faire, soit pendant ta période de stage dans l'entreprise ou
pendant ces années d'études-là? Est-ce qu'il y a des trucs, des learnings comme ça qui te servent aujourd'hui dans ta boîte aujourd'hui? Euh, c'est sûr, c'est sûr. Bah, il y a plusieurs choses en fait. Par exemple, quand j'étais à Tupperware, là, j'étais vraiment entré dans une autre sphère de environnement international, multiculturel, tu vois. Et Mhm, là, à titre d'exemple, quand j'étais au Dakar, bah, c'était à peu près la même chose. C'était des personnes de différentes origines, de différentes sources culturelles avec qui on devait composer par rapport à un projet donné. Donc, mhm. tâche de Tupperware a contribué par rapport à cette variable internationale que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, quand on accompagne Axel, on l'accompagne à la fois là, pendant 1 an et demi, on l'accompagne sur sa stratégie en France, mais évidemment, on va passer sur la stratégie internationale et voilà, ça, c'est des choses que j'ai et qu'on a par le passé via ces expériences-là. Après, j'ai compris aussi que les learning, c'est vraiment un mélange entre ce qu'on vit sur le terrain, les échecs, les leçons, tout ça, et ce qu'on peut aussi lire en théorie, soit sur le banc d'une école ou en livre, ou en rencontrant des personnes, en buvant des cafés avec des personnes qui sont déjà passées par là. Yes. Donc, avant de rentrer dans le talent digital, est-ce que tu peux me raconter c'est quoi la vente talent digital? Est-ce que tu as eu des petits trucs comme ça que tu as lancés rapidement qui ont soit fonctionné ou pas? Bah, avant d'arriver à Talent Digital, j'avais lancé, arrêté 5 autres projets entreprises, on va dire. Il y en a qui sont allés jusqu'au stade de l'entreprise, il y en a qui sont restés au stade du projet. Mais avant d'arriver à Talent Digital, c'est pas, je me suis réveillé un jour, j'ai fait un rêve et j'ai commencé à j'ai eu l'idée quoi. Ouais. Non, c'est vraiment acheminement d'événements par acheminement de réflexion et d'analyse. Et là, on aura pas le temps, je pense, pour aller sur toutes les expériences que j'avais faites, mais en gros, à un moment donné, je m'étais rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait des personnes qui ont des histoires inspirantes, qui ont des histoires, surtout qui avaient des passions. Une passion, comme je disais tout au début, ça pourrait être partager son histoire avec des personnes, les inspirer, ça peut être faire du sport, du foot, du basket, ça peut être un artiste, chanter, dessiner, etc. Et Yes. voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait ces personnes-là aujourd'hui. Enfin, je les vois comme des joyaux qui ont, on est dans l'ère du digital, il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser. Et, je voyais qu'ils avaient cette influence-là, cette présence-là, mais qui n'arrivaient pas encore à vivre de leur passion et à se structurer et à être vraiment visibles par rapport à tout ça, tu vois. Yes. Et dans l'autre sens, je voyais des personnes qui n'avaient pas de réelle valeur et qui étaient connues ou dont on entendait parler ou qui marchaient bien en tant que ce soit de visibilité ou de business, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, OK, il y a quelque chose à jouer si on essaie vraiment de capitaliser, un, sur l'histoire de la personne, deux, sur sa valeur et trois, sur le digital. Yes. Donc, C'est c'est ça justement vraiment pour ça qu'on parlait le de… sens de talent digital, c'est vraiment ça, c'est de trouver des talents qui ont des histoires et d'utiliser le digital pour les faire rayonner et leur permettre de vivre de leur passion. Vraiment intéressant. Donc, le jour 1 de Talent Digital, est-ce que tu te souviens? Il n'y a pas vraiment un jour un parce que ça a tellement évolué que euh, C'est vrai que non, parce que j'extrapole j'y un petit peu pensais quand je dis justement. jour 1, c'est en mode le moment où pour toi c'était décidé. Ça peut être par exemple au moment où tu as enregistré l'entreprise ou au moment où tu es là, je suis en plein dedans, je ne peux plus rentrer, quoi. Ah, ah, attends. Bah, à ce moment-là, ça va être euh, novembre 2018. Mhm. Mais à ce moment-là, le nom, c'était pas encore Talent Digital, hein, c'était encore un embryon à ce moment-là. Ah, ok, d'accord. Donc, Talent Digital, tu le lances tout seul ou tu es associé? Je le lance tout seul. Donc, Mhm. pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de cofondateur ou d'associé. Par contre, j'ai construit une équipe noyau, on va dire, qui me permet d'avancer assez rapidement sur le concept et le développement de l'entreprise. Yes. C'est combien de personnes aujourd'hui, Talent Digital? Aujourd'hui, nous sommes au total 7 personnes. Cette personne. Ils sont tous à Lille ou ils bossent en Euh, remote un petit pour peu l'instant, en partout? fait, l'équipe elle est répartie un peu partout. C'est des partenariats de freelance.
Mhm. Pour l'instant, il Ouais, n'y a aucun. freelance, mais en mode les mêmes personnes avec qui tu retravailles. C'est pas genre. Exactement, Ouais. exactement. On est vraiment dans une logique d'équipe. Mhm. On prépare une levée de fonds. C'est très smart. Euh, tant qu'il n'y a pas la levée de fonds, on essaie de rester hybride, on essaie de rester flexible, Mhm. de limiter les coûts aussi, d'aller vraiment euh, target les priorités. Et la priorité, quand tu te crées, quand tu es une entreprise, quand tu as un nouveau concept, bah, c'est de prouver que l'entreprise, il marche, que le concept, Yes. pardon, il marche bien. Mhm. Donc, c'est ça la priorité. Et la deuxième priorité, Yes. bah, ça va être de consolider tout ça avec une levée de fonds. Et à Yes. ce moment-là, on Là, commence. pour ceux qui vont écouter plus tard, nous sommes le 4 avril lorsqu'on enregistre ce podcast en plein confinement à cause du coronavirus. Et forcément, cette pandémie a impacte toute la vie sur toute la planète en général. Et est-ce que pour des métiers comme les nôtres, comme ce que toi tu fais, tu penses, si on prend le cas de ta levée de fonds par exemple, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourra toujours aboutir malgré le fait qu'il y ait cette pandémie qui fait rage partout? Est-ce que ça reste, comme on dit souvent pendant la crise, il y a toujours des opportunités? Bah oui et non. Oui et non. Oui, il y a toujours des opportunités. Enfin, moi, je le prends plus en positif. Une crise, c'est une opportunité pour que tu testes, un, ta solidité, la solidité de ton modèle, et deux, surtout, pour que tu avances que tu prennes du recul et que tu avances sur l'essentiel. Et Mhm. c'est vraiment à ces moments-là de difficulté ou de crise qu'on te rend compte de ces vraies choses-là. Ceci dit, euh, le modèle de talent digital, c'est un mix entre le physique et le digital. Yes. Donc, il y a une partie de l'activité qui est vraiment négativement impactée, on va dire, en termes de chiffres. Et après, il y a une autre partie de l'activité qui est, elle, pas se développe agressivement, mais voilà, qui se développe ou qui, en tout cas, continue à se maintenir malgré la crise. Donc, après, la crise, elle nous permet aussi de vraiment approfondir la réflexion sur nos modèles, ce qu'il faudrait adapter, etc., si le marché est prêt ou pas encore. Yes, yes. Mais pour la levée de fonds, après, on va dire la mise à jour des objectifs par rapport à tout ce qui se passe, euh, elle n'est pas annulée, mais elle sera décalée. Ça, c'est sûr. Yes. Et pour toi, en fait, la levée de fonds, c'est quoi l'objectif principal? Je veux dire, peut-être pour spécifier ma question pour d'autres boîtes comme celle que tu as, enfin, sur d'autres segments, c'est potentiellement le fait il y a certains concurrents qui arrivent sur le marché et pour peut-être aller plus vite ou alors potentiellement racheter les plus petits et grossir rapidement. Toi, dans ta stratégie, la levée de fonds, qu'est-ce qu'elle pourra apporter en plus sur ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin d'une levée de fonds aujourd'hui pour fonctionner? Euh, Encore une fois, oui et non. Ok. Pour exister, je n'ai pas besoin du levée de fonds parce que c'est ça l'objectif, c'est de Mhm. rendre l'entreprise bah, solide par elle-même déjà, avant d'aller chercher des investisseurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment de montrer qu'il y a un marché, qu'il y a un besoin et qu'il y a une valeur ajoutée qu'on apporte. Ceci dit, la levée de fonds, cette première levée de fonds, elle a deux objectifs. Le premier, c'est d'aller vite sur le marché pour éviter, enfin, pour rester, pour éviter qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a d'autres acteurs qui se développent, même si aujourd'hui il y a déjà un acteur en France et il y a pas mal d'acteurs aux États-Unis. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment de rester, en tout cas, dans le top 3 du marché. Et la deuxième priorité, le deuxième grand objectif, c'est plus que ça, c'est vraiment pour structurer l'entreprise. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour créer l'équipe de salariés, cette fois noyau, pour créer l'ADN de Talent Digital et pour passer aussi de 5 influenceurs accompagnés à 20 influenceurs accompagnés. Mhm. Yes, yes, Euh, c'est plus dans l'accélération en fait. dans la structuration et la consolidation. L'accélération, elle viendra dans une étape un peu plus prochaine où cette fois, on va aller un peu plus agressif en fait. Là, c'est vraiment consolider, structurer et montrer que le modèle talent digital, s'il a fonctionné sur une, trois, cinq personnes, bah, il peut fonctionner sur 20 personnes aussi. Yes. Mais on C'est n'est vrai pas que... encore dans Ok. la logique où on veut aller à target les 100 personnes. Ah, ok, ok, je vois, je vois.
C'est vrai que je ne l'ai pas dit dès le départ. Moi, j'ai entendu parler de toi, ou alors c'est ce qui a attiré mon attention en premier, comme je t'avais déjà dit en off, c'est le hashtag Ozon. C'est Ozon 2020, c'était ça? Je Si je peux me trompe. 2020. Pardon? Je peux 2020. C'est un petit peu coupé là. J'ai dit je peux 2020. Je peux 2020, pardon. Donc, c'est le hashtag qui a attiré mon attention. Et en allant checker, en allant creuser un petit peu dessus, c'est là que je me suis rendu compte que Axel Alétrou, qui est justement accompagné par ton entreprise, avait gagné dans sa catégorie le Dakar. Et j'ai voulu un petit peu savoir plus sur ce que toi tu faisais. C'est comme ça qu'on s'est connus pour être transparent. Et est-ce que tu peux un petit peu, c'est vrai qu'il nous reste plus beaucoup de temps, est-ce que tu peux un petit peu développer ça? Tu as rapidement rappelé un petit peu les circonstances dans lesquelles tu t'es mis à travailler avec Axel, pour dire aussi un petit peu rapidement un truc sur lui, ce qui lui est arrivé, sa reconversion et tout. Pas sa reconversion, mais le fait qu'il soit revenu sur pied parce qu'il a eu un malheur. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ça? Ok. En fait, Axel, c'est la première personne qu'on accompagne chez Talent Digital. Et Axel, quand on l'a rencontré, c'était c'était pas la cible qu'on voulait accompagner en termes d'influence ou en termes de présence sur le digital. Mais son histoire et son envie de partager son histoire et d'inspirer nous a tellement en fait impressionnés que nous nous sommes dit que ce serait dommage de passer à côté de ça. Et donc l'histoire, elle remonte avant le Dakar, avant cette année, donc il y a 2 ans, quand on s'est rencontrés. Axel, pour rappeler son histoire, il était champion, 3 fois champion d'Europe en BMX à l'âge de 6 ans, 8 champions du monde junior en motocross à 18 ans. À ses 20 ans, donc en 2010, il a eu un accident lors des championnats du monde en Lettonie qui l'a rendu paraplégique. Les médecins lui disent que le bilan est sans appel, qu'il devient paraplégique, que sa vie est condamnée sur un fauteuil roulant. Face à ça, Axel s'acharne et se dit euh, qu'il y a encore quelque chose à jouer, qu'il y a de l'espoir, et donc s'enferme 2 ans de rééducation à la fois physique et mentale, et réussit à sortir du même centre de rééducation où on lui a dit qu'il allait marcher en remarchant. On adapte une marche particulière, en utilisant aussi le mental et en utilisant des attelles qu'il a créés avec un ancien ami à lui. Ceci dit, après sa sortie du centre de rééducation, il se met à la natation d'effort et de rien, il devient encore une fois 12 fois champion de France, champion d'Europe. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés fin 2017. À ce moment-là, Axel, il a arrêté la natation, donc il s'était qualifié. Son objectif, c'était d'aller aux Jeux Olympiques de Rio. Il s'était qualifié, mais il y a eu un petit problème par rapport à la délégation et tout. Enfin bref, c'est un autre souci, c'est un autre Yes. sujet. Mhm. Au moment où on s'est rencontré avec Axel, euh, il m'avait exprimé à ce moment-là son envie de partager son histoire parce à chaque moment qu'il racontait son histoire lors des compétitions ou autres, les personnes venaient le voir après pour parler avec lui, pour échanger, pour partager parce que à chaque fois, ce qu'il a vécu, on le vit un peu tous à peu près au quotidien ou en entreprise, les problématiques de la résilience, de se dépasser, de ne pas se démotiver et tout. Et donc à ce moment-là, Axel, il se dit, j'ai envie de partager mon histoire au plus grand nombre de personnes. J'ai envie de le faire à la fois en entreprise, mais aussi au grand public. Et c'est là où on lui a proposé de l'accompagner grâce à Talent Digital et d'utiliser aussi le digital comme un moyen pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dupliquer physiquement, mais en faisant une vidéo sur YouTube pour parler de la résilience ou pour raconter son histoire, là, ça permet de toucher 20, 100, 1000 personnes assez rapidement. Et donc voilà, c'est là où on a commencé à l'accompagner il y a 2 ans, partager son histoire au plus grand nombre de personnes, en conférence, en entreprise, etc. À un moment, Axel, il me dit il y a un an à Riyad, ok, c'est cool de dire de partager tout ça en entreprise par rapport à ce que j'ai vécu, mais j'ai toujours envie de le vivre
de vivre ce que je dis, de vivre le fait que je dis que derrière l'impossible se cache toujours l'impossible. À Riyad, j'ai envie de reprendre le sport mécanique, l'autosport. Et j'ai envie de participer au Paris Dakar 2020. Là, tu ne Donc, dis pas que mais t'as pété une pile ou quoi ça fait... c'est exactement ce que je lui ai dit au début. J'ai fait, oula, ça marche. T'as eu un rêve. Mais non, non, il avait vraiment eu, enfin, il a vraiment une envie profonde, que ce soit par rapport à ce qu'il fait déjà aujourd'hui, par rapport au partage de son histoire, d'inspirer directement ou indirectement, mais aussi il a envie de revenir à sa passion, à son premier sport préféré quand il faisait de la motocross. Bah, aujourd'hui, quand il fait un peu le SSV en électrique ou en thermique ou en hybride, bah, c'est à peu près les mêmes sensations et les mêmes réflexes. Donc, et voilà, il me dit, bah, ok, c'est ça ce que j'ai envie de faire. Est-ce que ça t'intéresse par rapport à ce qu'on crée ensemble depuis 2 ans? Est-ce que c'est cohérent? Ça peut aller et tout. Et là, c'était complètement cohérent, c'était complètement en phase. Le message était, enfin, il était moins évident que même le hashtag Jeux 2020, il est venu un petit peu évidemment par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il a vécu, mais surtout, surtout, surtout par rapport à ce qu'on a voulu démontrer pendant ce Dakar-là. C'est de dire, bah, Axel, il a certes son handicap, mais il va rouler sur un énorme rallye raid, très très dur, avec des valides, et essayer de le terminer. Bah, si lui, avec son handicap, il peut faire ça, bah, moi, toi ou une autre personne, on peut relever un défi, un challenge, et l'accomplir à notre niveau, à notre rythme. Donc, si lui, c'est ça son challenge, toi, ça peut être reprendre du sport. L'autre, ça peut être rebondir après l'échec d'une entreprise ou réussir son examen ou autre. Et c'est là, du coup, l'idée de Jeux 2020 et l'idée de toute cette équipe-là qui s'est consolidée autour de son histoire, autour de son message. C'est vraiment une très, très belle leçon de résilience. Merci beaucoup, Riyad. Je pense que, vu que là, on est un petit peu serré au niveau du temps, je pense qu'on va te réinviter une prochaine fois. On n'a pas eu l'occasion de rentrer un petit peu en profondeur sur la partie technique et marketing de talent digital et des axes sur lesquels tu comptes te déployer justement dans les prochains mois, en espérant que ce confinement s'arrête. Même avant, on a la chance de pouvoir bosser complètement en remote avec ces métiers-là. Encore une dernière question, Riyad. Ce podcast Dis-moi. s'appelle Débrouillard. C'est quoi pourtant un débrouillard? Euh, c'est quelqu'un qui réussit tout le temps à tomber sur ses pattes. Très belle définition. Merci beaucoup, Riyad. Merci. Avec plaisir. Bah écoute, on reste en contact. Merci encore. Et là, il y a encore énormément de choses qui se construisent. Donc, avec plaisir pour revenir t'en parler dès que la situation s'éclaircit un peu plus avec tout ce qui se passe actuellement. Excellent. Et nous, on te souhaite aussi une bonne chance pour ta levée et on a hâte de nous revoir bientôt. Donc, merci pour les autres qui sont arrivés jusqu'ici. La meilleure façon de nous soutenir, c'est vraiment en premier d'aller sur les différents réseaux sociaux de l'invité. On ne l'a même pas demandé. Où est-ce que les gens peuvent t'écrire sur LinkedIn? Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi? On va déjà mettre le lien du site internet talentdigital.com. Alors, pour moi, c'est sur LinkedIn, Instagram, Riyad Kassim. Si vous voulez découvrir l'histoire d'Axel à Letru, bah, c'est sur son Instagram, sur son YouTube, Axel Letru, ou de l'autre personne qu'on commence à accompagner, Victor Charlet, pareil, Victor Charlet sur YouTube ou Facebook. Yes. On va mettre tous les liens en description. Donc, la première chose, comme je disais tantôt, c'est d'aller sur les réseaux sociaux des invités et leur dire ce que vous avez pensé de l'échange et aussi de me suivre moi. Et il y a une newsletter, comme vous le savez, là où je vous partage les différents épisodes de la semaine sur Débrouillard et mon autre podcast 10 minutes codeur. Je vous partage aussi les bouquins que je lis, notamment les petites pépites aussi en termes d'articles. Merci à tout le monde. Merci Riyad et à très vite. Salut!